Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Lors d'une balade dans le mythique quartier de Saint-Germain-des-Prés, j'ai poussé la porte d'une jolie boutique de bijoux. Pierre, son directeur artistique, en a raconté son histoire, ses spécificités et expliqué son métier autour d'un café à quelques rues de là. Bonjour Pierre et bienvenue dans Rubis sur Canapé. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir. Vous vous appelez Pierre Marquette Cohen-Solal et vous êtes donc directeur artistique de la maison Diamantissimo. Oui, tout à fait. Quelque chose à ajouter C'est un peu plus que de la direction artistique, puisqu'on est une petite maison, donc dans les petites maisons on fait un peu de tout. Donc je m'occupe de la direction artistique, des achats, de la vente, du commercial, un peu de tout. Donc juste pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre maison, son ADN, son histoire ? On est une vieille maison parisienne, même une vieille maison de Saint-Germain-des-Prés, puisque Diamantissimo est à l'origine la bijouterie de mon arrière-grand-mère, qui, en femme libérée, a ouvert une bijouterie seule en 1920 à Paris. Donc une histoire de femme avant moi, parce que c'est ma grand-mère qui a repris la bijouterie à son tour dans les années 50, qui a été rapidement épaulée par mon grand-père une dizaine d'années plus tard, et à eux deux, à la fin de mai 68, ils ont fondé Diamantissimo en voulant dépoussiérer la bijouterie de l'époque et en voulant souffler un vent de modernité vraiment sur le bijou et sur la manière dont on porte et on achète les bijoux. Effectivement, c'était assez novateur, quoi. Oui, c'était novateur d'abord que ce soit des femmes dans le milieu, parce que c'est un milieu qui a été très longtemps réservé aux hommes. Après, elle n'était pas derrière la cheville, c'était pas elle qui fabriquait les bijoux, c'était elle qui faisait le négoce et la vente, qui était aussi réservé aux hommes à l'époque, donc du coup, voilà, elle a mis le pied dans la bijouterie, et ma grand-mère a suivi tout à fait naturellement dans notre boutique que vous avez vue, qui est notre boutique historique, puisque les murs appartenaient à mon grand-mère au 28 rue du Fou. Voilà. Oui, c'est super émouvant tout ça. Et mais du coup, vous avez vraiment choisi de travailler dans ce secteur, c'était une évidence ou pas forcément Oui, ça a toujours été une évidence. J'ai toujours dit à ma mère, depuis que je suis tout petit, je veux reprendre la boutique, je veux reprendre la bijouterie, et du coup, j'ai fait des études en conséquence. Je me suis forcé à sortir du nid. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, ça fait plus de 10 ans que je suis salarié de Diamantissimo. C'était le minimum légal, avant on ne pouvait pas. Et en fait, j'ai dû vraiment me sortir de la boutique un peu, parfois de manière douloureuse, pour aller faire mes armes ailleurs, pour aller découvrir d'autres secteurs, d'autres métiers, d'autres milieux. Et du coup, j'ai une formation de designer en communication visuelle et multimédia, donc assez loin de la bijouterie, même si c'est très important. Après, je l'ai complété par un master d'innovation à l'école des Ponts, donc une école d'ingénieurs où j'ai abordé la stratégie, le business et aussi toujours le design. J'ai été en Suisse pour travailler dans du retail, pour construire des espaces commerciaux dédiés à la bijouterie, joaillerie et à l'horlogerie. J'ai été dans des ateliers pour apprendre ce que c'était de fabriquer des bijoux. J'ai dessiné beaucoup de bijoux à tout âge. Oui, c'était quand même un peu le côté ingénieur du bijou. Oui, c'était le côté ingénieur du bijou, parce que... Et artistique aussi. Ouais, en fait, c'était tout sauf la vente. Voilà, c'est tout autour du bijou me fascine. Aujourd'hui, la vente fait partie de cette fascination, parce que je ne pense plus vente, mais je pense comment je vais transmettre une expérience et comment je vais transmettre une histoire
à nos clients. Donc la partie expérientielle de la bijouterie m'intéresse énormément. L'aspect vente purement commercial, comme j'ai pu le voir, comme j'ai pu le faire quand j'étais jeune, quand j'aidais au mois de décembre à la boutique, c'est pas ça qui m'amuse. Voilà. Donc je préfère travailler sur accompagner nos clients quand on fait des pièces sur mesure, sur qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur met devant les yeux, parce que notre travail c'est un travail de sélection. On travaille presque comme un commissaire-priseur en fait. On traverse la France, on voit des centaines et des centaines de bijoux avant d'en sélectionner un qui va passer les murs de la boutique et avant d'en sélectionner un qui va rentrer dans notre vitrine. On rencontre des tas de créateurs avant d'en trouver un qui va avec nos valeurs, qui va avec notre atmosphère, avec qui on s'entend bien, parce que c'est souvent de l'humain. On a des fiertés avec des belles success stories de créateurs où on est fier de dire qu'on a été leur premier distributeur. Enfin, on en a encore aujourd'hui et c'est toujours une fierté de dire voilà, ils sont passés par les vitrines de Diamantissimo et on a été les premiers à les avoir. Alors aujourd'hui, ils sont vendus dans des boutiques plus prestigieuses, plus connues, plus fréquentées que la nôtre. Mais voilà, on a toujours eu cette vocation d'être intimiste et un peu précurseur sur les bijoux. Mais donc au final, ce que vous aimez le plus, c'est découvrir des nouveaux créateurs, créer de nouveaux bijoux. C'est vraiment l'aspect artistique en fait. Oui, c'est l'aspect artistique et comment est-ce que la bijouterie peut rentrer dans le quotidien des clients. On propose une bijouterie qu'on peut porter tous les jours. On propose une bijouterie qu'on n'a pas besoin d'aller à l'opéra pour la mettre. On ne va pas se faire couper la main quand on la porte. Enfin, en tout cas en France. On va pas. Voilà, le but c'est de proposer des bijoux qui vont vivre avec les personnes qui la portent. Et donc du coup en ça on rentre vraiment dans leur intimité. On rentre vraiment dans l'intimité des gens puisque c'est quelque chose qu'on porte vraiment sur soi, qu'on porte contre sa peau. Souvent tous les jours. Souvent tous les jours. Et qui est moins sujet aux modes, qui est moins sujet à l'aspect éphémère de cette couleur elle est à la mode, cette matière elle est à la mode. Et c'est quelque chose qui est pérenne, le bijou. Même s'il est très fin, même s'il est très délicat, on va le porter plusieurs années. Et s'il se casse, on va pouvoir le réparer. Et c'est ça qu'on aime aussi. Et c'est en ça que je vais me contredire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est en ça que la vente de bijoux est aussi intéressante. C'est parce qu'on ne fait pas de la distribution. Oui, c'est un échange. C'est ça. C'est un échange qui est trouver le bon bijou pour la personne qu'on a en face de soi. Et en parlant de quotidien, votre quotidien, comment il s'organise c'est quoi un peu une journée type dans une boutique de joaillerie? Alors la journée type dans une boutique de joaillerie, c'est d'abord on fait les vitrines. Parce que tous les soirs on défait les vitrines et tout va au coffre. Donc c'est un processus qui prend du temps et qui est pas très fun. Mais qui nous permet aussi de mettre tout droit et d'être sûr que les vitrines sont d'équerre pour commencer la journée. Donc ça prend généralement quand même 45 minutes, hein, ça fait partie de notre quotidien. Voilà. Et c'est très important. Puis c'est très utile aussi de le faire. C'est très utile justement parce que c'est très utile en termes de sécurité et c'est très utile aussi parce qu'on peut voir nettoyer les bijoux tous les jours et être sûr d'avoir quelque chose d'impeccable à montrer à nos clients. Donc ça c'est très important. Généralement après on s'occupe des affaires urgentes des clients parce que on a toujours voulu rester quand même une bijouterie de quartier. Et en tant que bijouterie de quartier qui ont tendance à disparaître, on tient à assurer du SAV, des réparations, même de pièces qui ne viennent pas de chez nous, parce que c'est des services qui disparaissent un peu des centres-villes. C'est des services qui sont poussés dehors par des enseignes standardisées et qui font aussi la différence et qui nous font créer des relations vraiment durables avec nos clients. Il y a les rencontres avec les créateurs, les rencontres avec des représentants, des commerciaux de différentes marques. On est toujours enclin à rencontrer les gens qui nous contactent. On a une exigence, c'est qu'on travaille qu'avec de l'or 18 carats et qu'avec des pierres naturelles. Je peux le dire pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore de diamants de synthèse. On travaille qu'avec des pierres naturelles. Donc c'est vrai que quand on nous parle de bijouterie avec de l'argent et des pierres synthétiques, on dit aux commerciaux que c'est pas la peine qu'on se rencontre. Oui, c'est pas fait pour vous, quoi. Après, on a fait aussi des belles rencontres en haute fantaisie.
On les a pas accueillis dans notre boutique parce que ça correspondait pas à notre cœur de cible, c'est pas notre métier. C'est vrai que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui ont une approche différente de la bijouterie, qui proposent des dessins différents, qui sont quand même parfois avec des très très belles factures, plus belles que celles qu'on trouve en bijouterie précieuse, quoi. Du coup, donc vous travaillez en famille. Est-ce que pour vous, c'est un atout? C'est un atout de travailler en famille parce que ça se passe bien. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui diront le contraire. Moi, c'est vrai que j'ai eu une chance de très très bien m'entendre avec ma mère. On a toujours eu la même vision, hein, que ce soit esthétique ou même économique. Vraiment, on partage un but commun pour cette boutique. C'est un avantage parce qu'on se comprend, on peut tout se dire et il y a pas de on n'a pas de conflit. Et quelle qualité pour vous, vous pensez qu'il faut pour réussir voilà, dans cette voie de manager une boutique de bijoux? Il faut être organisé parce que quand on est en boutique, on doit gérer beaucoup de choses, de la fabrication à la livraison, que ce soit du réapprovisionnement de stock sur des classiques ou sur de la fabrication spéciale où il faut aller secouer l'atelier parce qu'il y a des choses qui traînent. Voilà. Et il faut de la curiosité, énormément de curiosité parce que on se retrouve face à des demandes du grand public qui sont vraiment diverses et variées. Et même quand on n'a pas le bijou en stock ou quand c'est pas notre style, il faut qu'on soit capable de les renseigner de manière constructive. Donc il faut être très au courant. Il faut être très au courant de ce qui se fait, il faut être très au courant de la tendance. Ma vie est une veille continue. Je regarde toutes les marques C'est assez européennes, stimulant. outre-Atlantique. Voilà, c'est très stimulant, c'est très inspirant. C'est très inspirant parce que en France, on est très classique en bijouterie et du coup on peut vraiment s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Australie où ils n'ont pas peur de mettre de la couleur, ils n'ont pas peur d'oser des choses différentes. Comme je disais tout à l'heure, un bijou ça touche l'intimité et donc du coup il ne faut pas avoir peur de s'exprimer à travers son bijou. Ça reste quand même, enfin, ce qu'on propose nous reste des petites pièces, on n'est pas sur des sautoirs avec 170 carats de saphir. Du coup ça reste des petites pièces qu'on peut vraiment porter au quotidien, que si on se retrouve dans des situations où on n'a pas envie d'exprimer sa personnalité, on peut le dissimuler, on peut le camoufler et du coup faut oser. Faut oser porter de la couleur. On propose des lignes différentes. C'est toujours ce qu'on a souhaité faire. On propose des lignes un peu singulières à porter au quotidien. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas se réfugier tout de suite dans le classique. Et je dis ça, mais je suis le premier à l'avoir fait avec la bague de fiançailles que j'ai offert à ma femme. J'ai offert quelque chose de finalement très classique. Est-ce que c'est vraiment différent de manager une boutique de bijoux qu'une autre boutique ou pas? Je pense que c'est différent de manager une boutique qui parle d'artisanat qu'une autre boutique. Parce que on doit vraiment faire attention. On est le porte-parole des artisans qu'il y a derrière nos bijoux. Ces créateurs, ces artisans, il faut qu'on les mette en valeur, il faut qu'on raconte leur histoire, il faut qu'on transmette leur histoire. Et du coup, c'est en ça que c'est différent. Je pense que une boutique, je pense à la maroquinerie, c'est des choses qui sont, c'est vraiment du travail d'artisanat. Ils ont, je pense, les mêmes problématiques que les nôtres. Ils ont les mêmes problématiques de qualité de matières premières, ils ont les mêmes problématiques de qualité de fabrication. C'est des métiers qui sont vraiment des métiers de passion. C'est des métiers qui sont souvent des vocations, que ce soit à la cheville ou nous dans notre boutique. Même nos collaboratrices travaillent avec nous depuis 10 ans et aujourd'hui on a une collaboratrice qui nous annonce qu'elle est en train de finir son master et elle veut rester encore 3-5 ans chez nous parce qu'elle s'imprègne du message qu'on porte et en fait c'est un univers complet la joaillerie. C'est vraiment quelque chose dont on peut s'imprégner et en ça c'est différent je pense des autres boutiques. C'est parce que ça fascine et ça fascine quand on est à l'extérieur mais ça fascine encore plus quand on est à l'intérieur. On passe notre temps à aller voir des expos, on passe notre temps à vouloir en savoir plus, en découvrir plus, à vouloir connaître tous les modèles de tout et enfin les belles choses, je parle toujours. Ouais, c'est très beau hein, ce que vous dites. Mais alors les gens qui n'ont pas cette chance d'avoir un héritage et une boutique familiale et qui aimeraient bien faire ça, comment vous pourriez les conseiller sur faire pour exercer ce métier? Rencontrer des gens.
Il s'agit d'abord, enfin, je pense quand on est novice, quand on est extérieur, il faut d'abord rencontrer des gens parce que c'est un milieu qui est quand même un petit milieu, que beaucoup de gens se connaissent entre eux, que c'est de l'artisanat, donc c'est encore un domaine où il y a beaucoup d'échanges, vraiment d'échanges de connaissances, mais d'échanges aussi humains entre les gens. Et je pense que personne ne peut progresser plus vite qu'en rencontrant du monde pour connaître plus, pour pratiquer plus, parce qu'on reconnaît un beau bijou parce qu'on en a vu avant. Euh, et voilà, je pense que c'est vraiment les rencontres qui comptent aujourd'hui. Et pour qu'une boutique perdure dans le temps, à votre avis, c'est quoi le plus important? Je pense que c'est d'être sincère. Je pense que c'est de s'adresser avec sincérité à sa clientèle. D'être cohérent en fait. D'être cohérent, avec c'est ce qu'on ça. propose. On parle c'est vraiment juste de dire cohérence parce que il y a des gens qui passeront jamais le seuil de la boutique et c'est pas grave en fait. Et ces gens-là, on va pas essayer d'aller les chercher à tout prix parce que quoi qu'il arrive, ils passeront pas le pas de la porte. Du coup, autant valoriser ceux qui sont déjà clients et ceux qui sont susceptibles de l'être plutôt que ceux qui ne chercheront jamais ce qu'on propose. Voilà. Donc, c'est vraiment de la cohérence. Et est-ce que vous auriez éventuellement une petite anecdote que vous souhaiteriez partager? C'est vraiment, c'est plus qu'une anecdote, on travaille avec notre ancien chef d'atelier quand on avait un atelier en interne et en fait c'est toujours l'atelier avec lequel on travaille, juste il est à son compte aujourd'hui. Et c'est vraiment un monsieur qui a su me transmettre énormément de connaissances. Je pense que c'est un peu une illustration de ce que je disais tout à l'heure avec les rencontres. C'est quelqu'un avec qui je progresse au quotidien dans moi ce que je peux proposer à mes clients pour pas leur parler de choses qui seront irréalisables, pour rester pragmatique par rapport à ce qu'on peut faire et qui est très très bon techniquement et qui du coup vraiment a su me prendre un peu sous son aile. Je ne sais pas s'il l'a fait volontairement, mais juste dans nos échanges, en fait, m'a vraiment éduqué sur la fabrication. Oui, et vous, ça fait partie quand même de votre passion pour ce métier. C'est pas que parce que c'était un héritage de famille, en fait. C'est ça. Tout un ensemble de choses. C'est un héritage de famille, mais c'est pas une évidence en fait, le fait que ce soit un héritage de famille. Ma sœur a tourné le dos complètement à ça et c'est pas ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Enfin, elle a pas tourné le dos, c'est pas si tranché que ça, mais voilà, c'est pas ce qu'elle a voulu faire de sa vie, c'est pas sa vocation. Donc je pense que c'est vraiment un personnel, c'est une attirance personnelle pour le beau. Je suis passionné de joaillerie, mais je suis aussi passionné d'horlogerie. J'aime bien les métiers de l'artisanat, j'aime bien les métiers techniques. Est-ce que vous avez un peu une pierre préférée? De toute façon, vous étiez un peu prédestiné à ce métier avec votre prénom. Ouais, alors une pierre préférée, j'ai rencontré plusieurs pierres récemment qui m'ont fait dire qu'il fallait que je reprenne des cours de gémologie. J'ai rencontré des grenats orage. Enfin, la personne que j'ai rencontrée, qui nous a présenté, appelait ça des grenats orage. C'était des grenats qui avaient une teinte presque gris souris mais un peu bleutée, qui était vraiment fascinant. Et des grenats verts avec des verres que j'avais jamais vus dans d'autres pierres. Du coup, ça, j'avoue que je suis curieux d'en savoir plus, parce que c'était vraiment impressionnant comme pierre. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toute cette passion. C'était un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur Canapé.